Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous l'attendiez, on l'a teasé. On va parler de Candace Owens, de Brigitte Macron et de l'affaire que vous aimez tant, comme Apolline de Malherbe, bien entendu, n'est pas là. J'ai couru de Radio Courtoisie, j'étais en émission ce matin et je suis venu d'Ardard pour en parler. Alors hier, j'ai évidemment écouté, regardé, j'ai regardé la version américaine, la version française, j'ai pris des notes, j'ai fait un maximum d'annotations et pour le coup, heu, j'ai aimé, la vidéo de Candace Owens parce qu'elle a parlé, d'un œil extérieur de choses que peut-être on n'avait pas trop vues ici chez nous en France, c'est les relations, très, très proches entre le couple Macron et des personnages très sulfureux liés à la pédocriminalité. Mais je vais en parler plus tard. Je vais d'abord commencer, par, l'introduction de la vidéo de Candace Owens. Visiblement, Candace Owens fera plusieurs parties. J'en avais parlé d'ailleurs, cette semaine au téléphone avec notre ami, Xavier Poussard. Xavier Poussard fera partie, lui aussi, d'une des vidéos de Candace Owens. Il sera, je crois, lundi avec elle, donc il y aura lundi une autre vidéo. Là, pour l'instant, la première vidéo, c'est, on va dire, une sorte d'amuse-gueule pour faire connaître l'histoire auprès du public anglo-saxon. Le public anglo-saxon aujourd'hui ne connaît pas encore assez cette histoire. Et même Candace Owens est tombée dessus pour deux raisons. D'abord, elle-même, elle ne connaissait pas l'histoire. Elle-même ne connaissait pas spécialement Emmanuel Macron. Enfin, bon, vite fait, quoi, hein, comme les Américains connaissent en gros ce qui se passe à l'étranger. Et elle l'a su de deux manières différentes. D'abord, parce que le FBI, elle le dit elle-même, le FBI a communiqué en disant voilà que Monsieur Trump avait des dossiers classés secrets sur la sexualité d'Emmanuel Macron. Voilà, elle avait des dossiers secrets. Et d'ailleurs, le Rolling Stone parle de dossiers secrets et il met entre guillemets de goût sexuel de Macron sale. Enfin, de Macron, de goût sexuel sale de la part de Macron. Ils utilisent bien le terme naughty dans le sens sale. Voilà. Donc, et c'était écrit en toutes lettres dans le dossier qu'avait Monsieur Trump, et donc le FBI est parti chercher. Il faut savoir que ce moment-là, ce dossier a créé, et ça c'est Candace Owen qui le dit, une crise diplomatique à l'époque entre les Américains et la France. Bon, pas une crise diplomatique, évidemment, enfin, on dit crise, mais en réalité, parce que c'est pour utiliser le terme technique, mais bon, on sait que de toute façon les Américains nous dominent, enfin, en tout cas dominent Macron, et que bon, crise il n'y a pas eu, mais bon, malgré tout. Donc, elle a su déjà de cette première façon. Ça lui donnait la puce à l'oreille. Elle s'est dit, comment ça fait-il? C'est quand même assez bizarre. Mais c'est que le Rolling Stone et que le dossier, que le FBI parle de goût sexuel sale, de goût sexuel sale, hein. Ça c'est officiel. Hein. Ça vient pas de moi, ça vient pas de Natacha Ray ou de Xavier, ça vient du dossier FBI. Le FBI parle de goût sexuel sale. C'est quand même dingue, hein, que une agence d'État étrangère parle de goût sexuel sale. Là, quand même, on sent que déjà ça sent pas bon, quoi. Et donc, en tant que journaliste, forcément, elle, elle s'est dit tiens, c'est bizarre, je vais commencer à enquêter. Deuxième chose, Macron, cette histoire, les Macron, ça leur fait vraiment très mal. Je le dis, hein, je le dis, je le répète, parce que souvent des amis à nous disent oui, mais il balance des trucs comme ça, un peu comme un jacouille la fripouille, et donc du coup, nous, on se jette dessus parce qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Mais dans tous les cas, cette affaire leur fait du mal parce que M. Macron
et Madame Macron, eh bien, font des erreurs. Macron ne fait pas ce type d'erreur. Et il a fait une erreur qui était excessivement importante et qui a créé la brèche en Amérique, c'est que sur une commémoration la dernière, je ne sais plus laquelle, hein, je vous avoue, il dit à TF1 sur un trottoir, il fait une petite interview et TF1 lui dit: «Ah mais qu'est-ce qui vous fait mal en ce moment?» Et lui, on ne sait pas pourquoi, il dit: «Ce qui me fait mal, c'est qu'on dise que ma femme est un homme». Fort et c'est TF1, TF1 le film et le montre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le New York Post, je ne sais pas comment, tombe sur cet extrait. New York Post en fait un article. Moi-même, j'ai relayé cet article, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Et à la suite de cet article de New York Post, Candace Owen tombe dessus et elle le lit et elle s'est dit, voilà, en effet, le FBI parle de sexualité sale, Macron lui-même parle de ma femme est un homme, je vais enquêter. Et donc ces deux faits-là ont fait que Madame Candace Owen s'est mise dessus en tant que journaliste. Elle confirme aussi d'abord elle confirme que, suite au teasing de Révélation, que son site internet a été piraté 1 heure avant. 1 heure avant, hier à 21 h heure française, le site internet de Candace Owens a été piraté. Et elle le dit, ce piratage vient de France. Ce piratage vient de France. Vous savez très bien que pour pirater des plateformes aussi importantes que celle de Madame Candace Owen, qui travaille avec Trump, qui a des millions d'abonnés, qui, on le voit sur ces images, a énormément de moyens, ça ne peut être soit une grande entreprise privée française, soit une agence d'État française qui a essayé de pirater eh bien, la plateforme. Heureusement, ils n'y ont pas, peut-être qu'ont-ils réussi, mais en tout cas, les moyens techniques de Candace Owen étant assez importants, eh bien, ils ont réussi à déjouer la chose. Deuxième chose, elle parle aussi d'abord, dans d'introduction, de médias français qui ont cherché à la faire passer pour une nazie, une antisémite. Voilà. Alors ça, c'est comme tout le temps dans les médias français. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le système, vous êtes nazi, vous êtes antisémite. Voilà. C'est infernal, c'est insupportable. Et ne serait-ce que pour ces raisons, moi je la soutiens. Moi je vais vous dire, dès que BFM, France Télé, machin, dit ah vous êtes un nazi, machin, eh ben moi je soutiens le nazi parce que franchement entre nous, il y en a marre. C'est une façon de créer une chape de plomb pour que les gens ne vous écoutent plus, alors que les affaires doivent sortir. Nos dirigeants fautent, nos dirigeants font des fautes, ils volent, ils escroquent, ça va. Et on doit dire qu'ils volent et ils escroquent. Regardez, en l'espace de 6 mois depuis la dissolution, c'est-à-dire au mois de juin, vous imaginez que la dette, la dette de la France a augmenté de 200 milliards, de 200 milliards en 6 mois. Où est passé cet argent? Moi, je ne le vois pas. Hein. Tiens, par exemple, moi, je suis à Paris. Je remarque que le ticket est passé de 2,10 € à 2,50 €. On paye des putains d'impôts, mais où va cet argent? Bref, bon. Ensuite, elle nous explique que, d'abord, sur cette première partie, elle informe le public anglophone qui ne connaît pas l'histoire. Donc là, c'était vraiment une introduction. Ça fera l'objet de plusieurs épisodes. Le prochain est lundi. Elle remercie d'ailleurs Macron. Elle le remercie et à juste titre. Parce que là, encore une fois, Macron fait une erreur. Il envoie des avocats pour l'attaquer. 100 pages de procédure pour attaquer Candace Owen. 100 pages. Vous imaginez que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, paye des cabinets d'avocats. Tiens, justement, avec quel argent il paye? Est-ce que c'est son argent qui paye les avocats qui portent plainte contre Candace Owen, ou est-ce que c'est notre argent de nos impôts? Est-ce que c'est l'Élysée qui paye l'avocat de Candace Owen? À un moment donné, il faut poser la question. Moi, je veux dire, les politiques, vous servez à quoi là? Posez la question à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas, moi, Mike Borowski, payer des impôts
pour financer l'avocat de Macron qui va porter plainte contre Candace Owen. Et puis, j'imagine le prix de l'avocat. L'avocat a fait un texte de 100 pages, et c'est elle qui le dit, pour dire, voilà, pour porter plainte contre elle, tout en sachant qu'il ne gagnera pas parce que la diffamation n'est pas présente en Amérique. Donc, posez-vous la question, qui paye l'avocat des Macron? Moi, je ne veux pas payer pour l'avocat des Macron. Si M. Macron a un secret, si M. Macron est morveux, qu'il prenne son salaire de président, bien sûr qu'il accepte, hein, contrairement à Donald Trump, qui n'accepte pas son salaire et qui donne l'argent qu'il touche à la Maison-Blanche, il le donne aux bonnes œuvres. Voilà ce que fait M. Trump, mais bon, tout le monde n'est pas M. Trump. Donc posons la question, qui paye l'avocat des Macron? Et donc, déjà, voilà, c'est quand même important. Ensuite, elle montre cette image de Madame Macron, qui est, vous savez, cette image en noir et blanc, où elle est, quand elle est une sainte, en communion. Elle confirme, et j'imagine qu'elle a les moyens techniques pour cela, pour dire que cette photo est une photo manipulée. Ce n'est pas une photo originale. Alors, cette photo où elle est, elle est voilée, en communion, est-ce que c'est la photo de sa fille, Tiffany Osière? Est-ce que c'est elle? On ne sait pas. Dans tous les cas, cette photo est manipulée. Ce n'est pas une photo originale. Elle le confirme. C'est ce que nous, en France, on disait depuis des mois et des mois. Elle, avec les moyens techniques américains qu'elle a, elle confirme, ce n'est pas une photo originale. Enfin, on est sûr. On nous a dit non, mais vous racontez des bobards. Bah oui, non, on ne raconte pas de bobards. Ce n'est pas une photo originale. Ce n'est pas la même personne. Il y a quelque chose qui a été trafiqué. Quoi, je ne sais pas encore. Nous ne savons pas encore, mais en tout cas, cette photo est trafiquée. Et tiens, elle a quand même beaucoup de culot, Candace Owen. Pour le coup, j'aime beaucoup cette dame parce qu'elle a riposté contre l'avocat de M. Macron avec ses moyens juridiques qui sont excessivement importants. Elle a répondu aux avocats et elle a posé une vingtaine de questions. Donc, la question, est-ce que Brigitte Macron s'appelait en réalité Véronique Dreux? Ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas beaucoup parlé en France. Est-ce qu'elle s'appelle Véronique? Madame Véronique Dreux. Est-ce que Brigitte Macron, en effet, a donné naissance à 3 enfants? Est-ce que c'est elle qui a donné naissance? Alors, il faut le dire, hein, Tiffany Osière ressemble à Brigitte Macron. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a un lien de parenté. Mais est-ce que c'est elle qui donne naissance ou... Bon, en tout cas, elle pose cette question. Est-ce que Brigitte Macron avait une relation avec Véronique Dreux? Véronique Dreux, alors aujourd'hui, je ne sais pas qui est Véronique Dreux, mais dans tous les cas, Véronique Dreux, j'ai l'impression que ce sera un personnage nouveau qui va rentrer au sein de cette histoire. Quatrième question, elle pose en tout 21 questions, mais là, je vais parler des questions les plus importantes, hein, parce qu'il y a des questions un peu assez subalternes. Elle demande, elle et ses équipes juridiques, demandent à l'avocat de M. Macron, pouvez-vous fournir des photos de Brigitte et Jean-Michel, enfants, et enfants, dans les années 70 et ensemble? Pouvez-vous fournir des photos de Brigitte, Jean-Michel, enfants, dans les années 70 et ensemble? Cette question, elle est quand même assez pertinente. Je veux dire, si demain, elle fournit, si ces photos étaient fournies dès les accusations de Natacha Ray, il n'y a plus d'affaire. Ces photos n'ont jamais été fournies. Madame Candace Owen les demande. Et j'espère, et d'ailleurs, Candace Owen le dit, j'espère qu'il y aura procès. J'espère que nous aurons au tribunal. Parce qu'en Amérique, lorsque vous posez ces questions, lorsque la défense, en gros, pose ces questions et qu'elle demande les éléments, elle doit fournir
ces éléments. C'est pas la France. Hein. C'est pas la France où vous faites le procès contre Amandine Roy et Natacha Ray et vous pouvez ne pas venir, vous restez chez vous, tranquille, et puis vous laissez votre avocat faire. Non, là, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est différent. Vous devrez montrer de A à Z tous les éléments que vous avez. Vous devez être présent et vous devez ouvrir la boîte de Pandore de votre vie. Hein. Sachez-le. Hein. C'est pas là, c'est différent. Donc moi aussi, je souhaite très ardemment qu'il y ait ce procès. Et puis, elle pose une question qui est pour moi essentielle. Quand Brigitte, enfin une question à son avocat, quand Brigitte a rencontré Emmanuel et à quel âge ont-ils eu des relations sexuelles? Quand Brigitte a rencontré Emmanuel et à quel âge ces deux-là ont eu des relations intimes? Voilà. C'est une question essentielle. On sait que Madame Macron avait 39 ans. Voilà. Le début de l'histoire, c'est quoi? C'est que Madame Macron a 39 ans. Elle est à la Providence. Voilà, le lycée de la Providence d'Amiens. Elle rencontre un jeune garçon de 14 ans. Voilà. Parce que ce jeune garçon de 14 ans est dans la classe de sa fille, Tiffaine Osière. Enfin, ils sont à peu près du même âge. Tiffaine Osière dit: j'ai un élève, j'ai mon camarade, il s'appelle Emmanuel Macron, il est excessivement brillant. Il vient chez elle et elle tombe. C'est l'histoire, ça c'est officiel, hein, c'est des faits. Elle tombe amoureuse à 39 ans d'Emmanuel Macron, qui a 14 ans. Je prends les chiffres officiels, je ne prends pas les chiffres de Natacha Ray, je ne prends pas les chiffres d'Agathe Poussard, je prends même les chiffres officiels. Eux disent que Brigitte Macron est beaucoup plus âgée, qu'elle a 40, qu'elle serait de 53, donc ça veut dire ou non, de 51, pardon, ou qu'elle aurait 42, 43 ans, je ne sais plus exactement. Prenons déjà le chiffre officiel, c'est 39, 14. 39, 14. C'est quand même pas rien, quoi. Et Candace Owen le dit très bien. Elle dit qu'elle a 35 ans et elle explique qu'elle, à 35 ans, elle ne peut pas tomber amoureuse d'un enfant de 14 ans parce que, elle le dit très bien hier soir, elle a très bien dit, c'est un enfant. Il est en pleine puberté. Malgré tout, la prof de 39 ans tombe amoureuse de son élève de 14 ans. Et là où elle met le doigt, déjà ça choque les Américains, vous connaissez les Américains. Les Américains, c'est quand même des gens assez conservateurs, assez prudes. Elle met le doigt dans quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, jamais l'Élysée, jamais, et je mets au défi les gens qui me regardent, jamais l'Élysée n'a confirmé l'âge de leur rencontre et de leur consommation. Jamais. En fait, on ne le sait pas. Parfois, on dit 15, 16, 17. Et puis, on dit oui, non, mais ils sont rencontrés à 14. Et puis, ils se sont perdus de vue 10 ans, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on n'a aucune date vraiment officielle qui est dit par l'Élysée. Par contre, elle donne, Candace Owen parle de relations intimes 39, 14. Elle en parle bien. Elle a les billes. J'imagine qu'elle a les billes et ces billes viennent forcément du dossier Trump du FBI. Voilà. Elle les a. Donc elle, en tant que journaliste, elle prend le risque, elle dit, voilà, 14, 39. C'est quand même pas rien. Là, on est en pleine pédocriminalité. Et d'ailleurs, moi, je dis aux gens qui nous regardent, peut-être que, parce que peut-être que officiellement, comme Madame Macron est une femme, peut-être que ça ne choque pas le fait qu'une femme et un jeune garçon. Mais si ça avait été le contraire, si vous-même en tant que parent, vous aviez votre fille avec un prof de 39 ans, et même, je vais vous dire une chose, j'irai même plus loin, même une mère de famille ne veut pas que son fils couche avec sa prof de 39 ans. Même une mère de famille. Ça, ce n'est pas vrai. En tout cas, je ne le connais pas. Je ne connais pas ces situations. Voilà. Ou alors, ce sont des familles dépravées, je vous le dis, ou qui ont des pètes au casque. Mais sinon, ça n'existe pas. Bon. Donc, elle a eu un très long passage là-dessus. Et ne serait-ce que cela devrait nous choquer. Et je pense que ça choque
l'ensemble des pays étrangers. Pourquoi croyez-vous que les Africains détestent Macron? Parce que cette histoire est là. Pourquoi l'Algérie et que Macron ne dit rien? Cette histoire est là. Pourquoi la Russie rigole? Cette histoire est là, que on le veuille ou non. Rappelez-vous comment a réagi la journaliste japonaise qui a dit, quand on a donné l'âge de M. Macron et de sa femme, elle a eu un choc. Et je peux vous le dire, si au niveau des relations diplomatiques, actuellement, la France est au plus bas, c'est parce que cette histoire, ne serait-ce que sans parler de transgenre, de changement de sexe, de ce que vous voulez, cette histoire d'âge existe, que le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Et puis, là où j'ai beaucoup aimé la vidéo d'hier soir, c'est que euh, Candace Owen met le doigt sur quelque chose d'excessivement important. C'est le monde transgenre LGBT, etc., qui est tout autour de monsieur et madame Macron. Ce monde transgenre les englobe. On dirait qu'il y a, depuis que ce n'était pas comme ça, même quand il y a eu au plus fort du mariage pour tous pardon, avec monsieur Hollande, il n'y a pas eu ça, même au plus fort du mariage pour tous. Mais depuis que Macron est là, on mange du transgenre tous les jours, on mange de ça tous les jours. Et elle prend l'exemple de la cérémonie des Jeux Olympiques. La cérémonie des Jeux Olympiques avec les drag queens, la scène, le chorégraphe, elle parle de ce chorégraphe des Jeux Olympiques qui est une égérie du monde transgenre, du LGBT, etc. Et oui, euh, et elle explique bien que Emmanuel Macron, c'est lui et elle, lui et madame, et monsieur et elle, en tout cas c'est Brigitte et Emmanuel qui ont choisi la thématique de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que un couple dont on dirait qu'il est dans les normes, pourquoi ces gens sont-ils autant fascinés par la question transgenre? Pourquoi sont-ils autant fascinés par des hommes qui deviennent des femmes, des hommes? Pourquoi est-ce qu'ils imposent cette thématique et là au monde entier? Parce que la cérémonie olympique a été vue par plusieurs milliards de personnes et elle a choqué aussi plusieurs milliards de personnes. Pourquoi est-ce que personnellement Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont choisi ce chorégraphe LGBT pour créer ce type de chorégraphie? Vous êtes des gens dans la norme. Bon, vous cachez ce que vous vivez. Pourquoi voulez-vous imposer ce message? C'est pas compliqué. C'est parce que leur inconscient fait que, étant de ces visions idéologiques, eh ben leur inconscient leur impose de montrer cela. À un moment donné, il faut le dire. Si vous êtes Jacques Chirac et Bernadette Chirac, eh bien, vous êtes un couple à peu près normal, un peu peut-être libéré, je ne dis pas, parce que Jacques Chirac trompait allègrement Bernadette, mais il ne mettrait pas en avant, il ne demanderait pas un chorégraphe transgenre, même s'il sait que la modernité veut ça, voilà, et que le capitalisme veut ça, il ne l'imposerait pas. Eux l'imposent, non pas pour des questions de communication, mais parce qu'ils sont dans cette vision idéologique. Et d'ailleurs, on le voit, on n'arrête pas de nous bassiner sur la transition de genre, sur comment la sécurité sociale. Voilà, vous allez chez votre dentiste, vous voulez faire soigner par votre dentiste, même avec une sécurité sociale et une mutuelle, vous allez payer. Mais vous êtes un homme, vous voulez devenir une femme, la sécurité sociale prendra 100% de votre opération, de vos hormones, de vos ceci, de vos cela. Pourquoi? Et ça, c'est à partir de maintenant. La PMA, monsieur Macron a mis en place la PMA pour les lesbiennes. Et bientôt, vous verrez, avant 2027, les couples homosexuels auront droit à la GPA. Ils ont quasiment droit à la GPA. D'ailleurs, nous avons des stars de la télé, monsieur Fogiel, monsieur Beaugrand de TF1, et d'autres, hein, monsieur Marteau de France 2, un autre gars de la 3,
qui font de la GPA, c'est-à-dire qu'ils demandent à des femmes d'être enceintes pour eux, et ben, ils se font des enfants comme ça. Et là, et depuis M. Macron, c'est autorisé. C'est-à-dire que ce n'est pas officiel, mais en tout cas, ils peuvent, au sein de l'état civil, mettre ces enfants de GPA et ils sont considérés comme parents. Et ça vient de M. Macron. Mais toutes ces choses, alors, est-ce que c'est un lobby qui est derrière lui? Peut-être. Moi, je pense que ça va bien au-delà de ça. Moi, je pense que ça va bien au-delà du lobby. Le lobby peut être fort, d'accord, mais en fait, c'est personnel. Il croit personnellement que la condition transgenre doit être mise en avant. Et donc ça, c'est des choses en psychologie qui ne trompent pas. Je demanderais, tiens, à notre ami Jean-Luc Robert, ce qu'il en pense, mais lorsque vous êtes dedans, lorsque vos très proches, votre femme, votre mari, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, est en transition, eh bien évidemment, vous êtes beaucoup plus militant de ces questions. Et puis, elle a mis le doigt sur quelque chose, moi, qui me paraît essentiel. C'est l'entourage proche et décisionnaire de monsieur et madame Macron qui sont dans la pédocriminalité. Elle a utilisé cet artiste Claude Lévesque. Elle a parlé de Claude Lévesque. Claude Lévesque, qui est-il? C'est un artiste contemporain très coté qui fait de la sculpture, de la peinture, etc. Et qui a réalisé en gros la décoration de l'Élysée. Il a décoré l'Élysée, bon, qui est très moche hein, entre nous, c'est très très moche aujourd'hui l'Élysée, c'est pas l'Élysée de la Pompadour, c'était évident. Et elle a mis en avant la moquette de l'Élysée, du bureau présidentiel, qui depuis a été changé bizarrement, parce que ça c'est sorti dans la presse et ça a été changé. C'est une moquette pédocriminelle. C'est une moquette pédocriminelle avec des motifs pédocriminels. Et Claude Lévesque est un pédocriminel lui-même. Et oui, il est aujourd'hui, pourtant il a redécoré l'Opéra Garnier, décoré l'Élysée, c'est un très proche de Brigitte, très très proche. Et il est, je crois, alors aujourd'hui je crois qu'il est mis en examen, que sais-je, en tout cas les affaires de viol avec des enfants, hein, des jeunes garçons, et donc il a quelques problèmes et c'est un très proche. Mais c'est pas que. Tiens, je vous ouvre une parenthèse parce que j'en ai pas parlé. Madame Candace Owen s'est aussi étonnée parce qu'elle a lu le livre de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot qui était ministre de la Culture sous Macron. Et il y a un paragraphe, j'en avais déjà parlé, hein, il y a un paragraphe dans le livre de Roselyne Bachelot suite à l'incendie de Notre-Dame. Et suite à l'incendie de Notre-Dame, vous savez, vous avez la flèche de Viollet-le-Duc qui était tombée. Madame Macron a demandé, exigé même, exigé, et ça, Candace Owen en parle. Elle en parle hier, et ça, elle est très surprise. Madame Macron a exigé que la flèche, vous voyez, la flèche sur le toit, soit changée et soit remplacée. Je vais le dire, c'est Roselyne Bachelot qui l'explique, ce n'est pas moi, et donc du coup, c'est une vraie information, c'est factuel. Elle a expliqué que Madame Macron voulait qu'à la place de la flèche de Viollet-le-Duc, qui est quand même quelque chose de magnifique, eh ben, soit érigé un sexe géant en or. Un sexe en érection géant de plusieurs mètres, avec deux boules. Et quand je dis ça, les gens me disent, non, c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai parce que Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, en avait parlé. Et donc, Candace Owen l'a dit hier soir. Comment expliquer que l'on a, entre guillemets, une femme qui s'appelle Brigitte Macron, qui est aussi fascinée par les sexes géants, jusqu'à vouloir mettre un sexe de 4-5 mètres en or sur le toit de Notre-Dame. Mais comment l'expliquer? Il y a forcément derrière ça une déviance. Enfin, je comprends, au minimum. Voilà,
pourquoi être autant attiré par les sexes géants? Voilà, enfin, je sais pas, c'est dans une église, putain, dans une cathédrale, la plus grande cathédrale de France, la cathédrale qui est le centre de Paris, qui est dont nos aïeux ont mis 150 ans pour la construire. Pourquoi cette profanation et pourquoi euh, cet amour des sexes géants? C'est peut-être psychologique. Est-ce que ça rappelle le sien peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... on rigole à côté de moi, mais bon, il faut que je sois sérieux un minimum. Moi, je pense que derrière, il y a une forme de psychologie, et j'en parlerai avec notre ami Jean-Luc Robert, qui lui est psychologue. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et ce n'est, même ça peut prêter à sourire, hein. Moi, je vous dis très sincèrement, j'en souris parce que, en réalité, quand vous recevez une information aussi dure, aussi importante, vous, vous n'y croyez pas, vous êtes dans une forme de déni. Vous dites non, c'est quand même pas possible. Là, on va loin. Parce que si demain, je fais un scénario à Hollywood et je dis, regardez, la première dame de France est un homme et elle voulait un sexe géant à Notre-Dame, les gens vont me dire non mec, t'as pété les plombs, frère. Mais je n'ai pas pété les plombs, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Donc, est-ce que moi je pense que derrière ça il y a une forme de psychologie, il y a une perversion, mais il y a quelque chose. Ça ne vient pas naturellement. Ce n'est pas parce que vous voulez profaner. Vous voulez profaner, certes, mais vous voulez quelque chose en plus. Voilà. Et ça a choqué les Américains. Je pense qu'elle-même, je pense qu'elle-même, elle se dit qu'est-ce que je fais? Je ne comprends plus rien au truc, quoi. Et là, c'est là aussi où on passe en France pour des guignols, hein. À un moment, il faut se dire les choses. Donc, elle parle de ce Claude Lévesque qui a mis des moquettes pédocriminelles à l'Élysée. Bon. C'est pire que tout, hein, je vous dis, c'est pire que Sodome et Gomorrhe, hein, cette histoire. C'est la Bible, voilà, c'est quelque chose. Bon. Et puis, elle parle aussi elle fait le parallèle avec un auteur. L'auteur préféré de Emmanuel Macron, qui est André Gide. André Gide, dont on sait qu'il est un pédophile. C'est un pédophile notoire. C'est un auteur pédophile. Il écrivait, c'était une sorte de Matzneff en classique, si je puis dire. Il est l'auteur préféré. Et qu'est-ce que dit Emmanuel Macron? Gide m'amène vers un chemin d'ouverture d'esprit et vers la sensibilité extrême. Ça, ce sont les paroles d'Emmanuel Macron. Gide, qui est un pédophile, qui ne parle que de pédophilie, qui ne parle... En fait, Gide est un amoureux d'enfants musulmans à l'époque de la colonisation. Bon. Et il fait toutes les saletés qu'il a à faire avec eux. Et Macron dit de cet auteur qu'il m'envoie vers un chemin d'ouverture d'esprit et vers la sensibilité extrême. Donc, la pédocriminalité envers des enfants autochtones d'Afrique du Nord de l'époque l'envoie vers la sensibilité extrême. Pourquoi dit-il ça? C'est un moi profond qui sort, mais c'est évident. C'est parce que ça le touche. Parce que soit il en a été lui-même, on sait très bien que parfois, pas toujours, hein, donc il ne faut pas amalgamer là-dessus. Victime deviennent bourreau, ou victime reste dans un milieu de bourreau. Et ce qui est certain, c'est que psychologiquement, André Gide le touche et il lui permet d'accepter l'inacceptable. Il est donc son auteur préféré. Madame Candace Owen parle aussi de très proche. Elle n'a pas parlé de Cohn-Bendit pour le coup. Elle aurait peut-être dû, mais bon, peut-être que Cohn-Bendit n'a pas la notoriété assez suffisante en Amérique. Mais rappelez-vous, les très proches d'Emmanuel Macron, qui ont fait Emmanuel Macron, sont des pédocriminels. Là, je parle de Cohn-Bendit. Elle n'en a pas parlé, hein, mais je parle de Cohn-Bendit. Des images nouvelles sont ressorties, des extraits nouveaux sont ressortis. Pourquoi est-ce que les pédocriminels comme Claude Lévesque, comme
Daniel Cohn-Bendit et elle parlent de Olivier Duhamel, sont-ils aussi proches d'Emmanuel Macron? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens l'ont amené au pouvoir? On connaît le pouvoir de Daniel Cohn-Bendit. On sait ce qu'il est. On sait qu'il est le chef de mai 68. On sait ce qu'il a dit sur les enfants sur les braguettes avec les enfants de 5 ans. Et puis, l'appel à la sexualité, tout ça. Et on sait d'où ils viennent, les Matzneff et compagnie. Tous ces gens viennent des mêmes quartiers, se fréquentent, vont dans les mêmes restaurants, couchent entre eux. Enfin, font des parties fines plutôt entre eux. On le sait. Cohn-Bendit, rappelez-vous, a été fer de lance. Et Cohn-Bendit, ce n'est pas personne en France, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, c'est, il faut se dire, un parrain. Hein. C'est un parrain, c'est le Don Corleone de la politique française. En tout cas, en 2017, rien ne se faisait sans lui. Et aujourd'hui, encore, il est encore présent. On se demande pourquoi. On le voit à la télé, on le voit à LCI, BFM, etc. Il est encore invité. Il a presque 80 ans, on s'en fout de ce qu'il raconte, mais il est encore invité. On a encore besoin de lui. Mais il y en a un autre qui est encore peut-être même plus puissant que Cohn-Bendit. Et là, Candace Owen en parle très très bien parce que c'est les réseaux Sciences Po. Les réseaux Sciences Po. C'est un pur état profond, les réseaux Sciences Po. Les gens ne se rendent pas compte parce que peut-être ils ne connaissent pas la rive gauche de Paris. Qu'est-ce que la rive gauche de Paris? C'est ce fameux quartier latin, ce dont on disait les fameux, à l'époque on disait intellectuel de gauche, aujourd'hui on dit le bobo. C'est-à-dire le vrai bobo, hein, pas le bobo clochard, hein, le vrai bobo puissant et argenté, celui qui habite le boulevard Saint-Germain, là où vous payez le mètre carré à 30 000 euros. C'est-à-dire c'est vraiment le quartier le plus cher. Là où les très grands créateurs de la culture, les grands chanteurs, les grands acteurs, les grands comédiens, tout ce que vous voulez, habitent. Et où est, en réalité, moi je pense que le pouvoir, et d'ailleurs c'est pour ça que Madame Dati se cramponne à son ministère de la Culture et cherche à être maire de Paris, elle est maire du 7e, le 7e, le 6e c'est quasiment pareil, et, et donc le centre du pouvoir français, parce que les médias, parce que les éditeurs excessivement importants dans le pouvoir français, sont dans ces quartiers latins. Et donc, il y a une grande école de ce quartier latin qui prédomine parce qu'elle forge les idéologies, c'est Sciences Po. Et on a le grand ponte de Sciences Po. Qui est-il? Olivier Duhamel. Et elle en parle très bien. Olivier Duhamel, le grand ponte de Sciences Po, le grand patron de Sciences Po. Enfin, il n'était pas le directeur, mais officieusement, il était un des grands chefs de Sciences Po. Il a été prof à Sciences Po, il a tout fait à Sciences Po. Olivier Duhamel. Et Olivier Duhamel était marié avec l'ex-femme de Bernard Kouchner. Pareil, Bernard Kouchner, les réseaux Mitterrand, Bernard Kouchner, qui était aussi, voilà, toute cette intelligentsia. Rappelez-vous, il était l'homme le plus populaire de France. Et Olivier Duhamel violait l'enfant de Madame Kouchner, qui était sa femme. Madame Kouchner, l'ex de Madame Kouchner était devenue sa femme. Mais Madame Kouchner donnait son enfant à Monsieur Olivier Duhamel. Elle donnait ses enfants. Et rappelez-vous, la sœur de Madame Kouchner. Qui était la sœur de Madame Kouchner? Vous la connaissez, tous vous la connaissez. C'était Marie-France Pizier. Marie-France Pizier, grande actrice, sublime actrice, brune, aux yeux bleus, magnifique. Elle a joué dans L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Elle a joué beaucoup de Belmondo, tiens. Elle a joué Le corps de mon ennemi avec Belmondo. Une immense actrice, très belle. L'équivalent de Catherine Deneuve, hein, Marie-France Pizier. Et Marie-France Pizier n'acceptait pas ces viols de Monsieur Duhamel contre son neveu. Et elle en informait le tout Paris. Et elle allait dans tous les grands dîners, elle disait « Olivier Duhamel est un pédocriminel ». Et comment a fini Madame Marie-France Pizier? Officiellement suicide. Elle était très bien, elle se sentait très bien. Alors on a dit qu'elle avait un cancer, mais bon, les gens ont des cancers, ils ne se suicident pas. Et elle a fini au fond de sa piscine, une chaise, vous avez les chaises de piscine, sur elle, noyée. C'est quand même bizarre ça.
C'est quand même très bizarre. Les gens, s'ils se suicident, ils prennent des cachets, ils se pendent, ils se jettent par la fenêtre. C'est quand même qu'ils prennent une chaise et se jettent dans la piscine, c'est quand même un suicide assez bizarre. Et c'est à la suite de ces dénonciations contre Olivier Duhamel que Marie-France Pizier meurt. Et Candace Owen a trouvé des liens excessivement importants entre Olivier Duhamel et le couple Macron. Elle dit d'ailleurs que Olivier Duhamel était présent lors de la nomination du Premier ministre de 2017, c'était donc Édouard Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que Olivier Duhamel a dit Emmanuel, prends Édouard Philippe comme Premier ministre? Lorsque vous avez une telle puissance, parce que vous pouvez dire à un président de la République, monsieur le Premier ministre, vous devez prendre celui-là, c'est que vous êtes quelqu'un. Et d'ailleurs, Olivier Duhamel, dont l'histoire de pédocriminalité a été publique, a été rendue publique dans les livres, dans les magazines, dans les journaux, dans les reportages, dont la mort de Marie-France Pizier a été rendue publique, en fait, parce que c'est une star. Est-ce que vous pensez que Olivier Duhamel aujourd'hui est en prison? Non, il n'est pas en prison. Il est tranquillou chez lui, peut-être même qu'il regarde des géopolitiques profondes. Et en tout cas, il n'a pas de problème. Et Marie-France Pizier, il n'y a pas eu d'enquête, en tout cas une enquête bâclée en disant qu'elle était suicidée. J'imagine que d'autres affaires émanent de M. Olivier Duhamel, j'imagine, hein, mais on ne les connaît pas parce qu'il y a une chape de plomb dessus. Lorsqu'il y a des chapes de plomb sur des affaires aussi graves, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes un homme de pouvoir. Lorsque vous arrivez à faire élire un président de la République et que, suite à cette élection, vous dites au président de la République, écoutez, vous prenez tel Premier ministre, c'est que vous avez excessivement beaucoup de pouvoir. Et Olivier Duhamel a le pouvoir de cet état profond de Sciences Po. C'est aussi un état profond de ces gens qui se tiennent entre eux, de ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont excessivement de pouvoir. Et Olivier Duhamel est un membre éminent de l'état profond et en plus, il est pédocriminel. Et c'est là où Candace Owen met le doigt sur quelque chose d'excessivement important, c'est qu'elle explique que, pour l'instant, sur les faisceaux, pour l'instant, on ne parle que des faisceaux, que énormément de pédocriminels sont autour de Emmanuel Macron. Des pédocriminels et des transgenres. Et toute cette question LGBT. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces deux castes sont aussi importantes au sein des Macron? Pourquoi? Moi, je veux qu'on me réponde. On n'a pas. Voilà, pourquoi? Est-ce que des pédocriminels et des LGBT étaient comme ça avec M. Hollande, avec M. Sarkozy, avec M. Chirac, avec M. Mitterrand? Non. Mais c'est le cas pour M. et Mme Macron. Enfin, je sais pas, c'est quand même pas rien. Elle, des Amériques, elle, c'est la première chose qu'elle a vue. Et pourtant, elle n'est pas française, elle ne sait pas comment se passe exactement la politique française, elle ne sait pas, elle ne connaît pas spécialement la constitution française, mais pourtant, c'est la première chose qu'elle a vue et c'est la première chose qui l'a choquée. Pourquoi est-ce que une première dame de France et avec monsieur Claude Lévesque, pédocriminel. Pourquoi est-ce que ce monsieur Claude Lévesque met en place des moquettes pédocriminelles qui montrent des choses pédocriminelles? Pourquoi est-ce qu'elle veut qu'il y ait un sexe géant de 5 mètres avec des boules en or sur le toit de Notre-Dame? Pourquoi? Qui répondra à ces questions? J'aimerais qu'on puisse nous y répondre. Et puis, elle parle de... Et là, bizarrement, elle pose aussi des questions. C'est celle de savoir comment se fait-il que dès que des gens ont enquêté dessus, eh bien, comme Mme Isabelle Ferreira, gilet jaune, pourquoi est-ce qu'on meurt? Bizarrement, Mme Isabelle Ferreira, moi je me rappelle de cette histoire, elle habitait je ne sais plus où, elle avait une révélation à faire, je crois que c'est dans l'est de la France, et on l'a retrouvée en Bretagne, noyée. Pourquoi faire 500 km pour aller se noyer? Pourquoi? Et elle le dit, elle met le doigt dessus. Isabelle Ferreira, voilà, gilet jaune, avec des informations, elle n'est plus de ce monde, et j'espère qu'elle nous regarde et on la salue.
Pourquoi Natacha Ray, aujourd'hui, notre chère Natacha, que nous saluons aussi, a-t-elle un cancer? Pourquoi l'acharnement contre Amandine Roy? Pourquoi est-ce que Xavier Poussard a-t-il dû déménager en Italie? Et je donne tiens un cinquième cas que Madame Condé-Sauvaine ne connaît pas, c'est celui de notre ami maître François Berléand. Pourquoi est-ce qu'on vient à prendre son enfant à François Berléand? C'est un avocat connu, reconnu, et l'ASE a retiré son enfant. Pourquoi? Il y a des choses pas claires là-dedans, il y a des choses vraiment pas claires. Nous allons continuer à enquêter, bien entendu, dessus. Donc voilà, la pédocriminalité très présente auprès du couple Macron. Et ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ce point précis, il est excessivement important. Et moi, je rajouterais une chose. Et j'aimerais que, peut-être parmi vous, je vous pose la question, hein, peut-être parmi vous, certains pourront me répondre. Mais je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas que la transsexualité. Ça, c'est mon point de vue à moi. Je vais vous donner mon point de vue à moi. Pour moi, il n'y a pas que ça derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Je pense qu'il y a un secret familial qui déroulerait l'ensemble de la pelote de laine. Je vous montre là le LinkedIn. Voilà, LinkedIn. Donc c'est officiel, hein, c'est quelque chose d'officiel, de Jean-Jacques Trogneux. Voilà, c'est le LinkedIn de Jean-Jacques Trogneux. Qui est Jean-Jacques Trogneux? Voyez, regardez-le. Qui est Jean-Jacques Trogneux? Jean-Jacques Trogneux est le neveu, il est le neveu de Brigitte Macron. Il est le neveu de Brigitte Macron. Bon. Il n'est pas du sang d'Emmanuel Macron. Enfin, il est le neveu par alliance d'Emmanuel Macron. Mais théoriquement, ils n'ont pas d'ADN commun. Brigitte Macron a un ADN commun avec Jean-Jacques Trogneux. C'est sa tante. Officiellement, sa tante. À qui ressemble Jean-Jacques Trogneux? Je viens souvent avec cette photo et je le montre aux gens qui sont parfois dubitatifs et je leur dis, à qui ressemble Jean-Jacques Trogneux? Ils me disent, 9 fois sur 10, ils me disent, on dirait Macron, on dirait un frère de Macron, en tout cas, quelqu'un de parenté avec Macron. Donc, que parmi les 15 300 personnes qui me regardent, quelqu'un me réponde et me dise, comment expliquer que le neveu de Brigitte Macron, le neveu de sang de Brigitte Macron, ressemble autant à son mari? Un peu comme si vous-même, votre femme ou votre mari a un neveu ou une nièce et cette personne vous ressemble vous. Mais ce n'est pas votre neveu, hein. Il n'a aucun rapport avec vous. C'est le neveu de votre femme. Et là, moi je pose cette question. Si celui qui a une réponse, voilà, celui qui a la réponse de ça, me contacte, moi je le fais venir en plateau demain. Celui qui a la réponse du pourquoi est-ce que Jean-Jacques Trogneux, qui est le neveu de Brigitte Macron, qui n'est pas lié théoriquement, officiellement par le sang avec Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que ce monsieur ressemble autant à Emmanuel Macron? Quel est le secret? Quel est le secret de famille des Trogneux et des Macron qu'on ne veut pas révéler? Quel est ce secret? Et moi je vous dis, le jour où on mettra le doigt sur ce secret, qu'on révélera ce secret, qu'on dira, qu'on donnera une réponse de ce secret, je vous le dis, hein, tout sortira. C'est la pelote de laine. Tout sortira, nous saurons tout. Pour moi, et c'est mon avis, c'est que mon avis, c'est peut-être pas celui de Xavier, j'en sais pas, hein, je n'ai pas parlé avec lui, peut-être pas celui de Madame Condé-Sauvaine, peut-être pas celui de Natacha, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi, je pense que la clé du mystère, c'est ça. Pourquoi est-ce que le neveu d'Emmanuel Macron lui ressemble tant? Moi, je vous le dis, hein, faites l'expérience avec vous-même. C'est comme si, voilà, votre femme, elle vous présente votre neveu, son neveu, pardon. Elle dit, voilà, chérie, voilà mon neveu. Et son neveu, c'est votre sosie. Et vous dites, mais comment ça? C'est quoi? Comment c'est son neveu? Je sais pas, je n'ai pas de l'importance avec mon neveu. Voilà, c'est son souci.
Voilà. Je le dis, hein, c'est pour moi, c'est la clé du mystère. C'est la grande clé du mystère. Et si on arrive à savoir ça, on saura tout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les Macron et les Trogneux sont liés déjà en amont par le sang? Est-ce que Brigitte est, je ne sais pas moi, la tante de sang de Emmanuel Macron? Ou peut-être plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le mystère? Bon. En tout cas, on peut. Je pense que ce n'est pas fini encore. Il y a beaucoup de choses encore qui vont se dire. Candace Owen aura encore d'autres vidéos. Elle fera, là pour l'instant, c'est qu'un avant-goût. Et nous, sachez-le, on fera, à chaque fois on en parlera, à chaque fois on fera des choses dessus. On dira, on parlera, parce que pour moi, il en va de l'État. C'est une affaire d'État. Il faut se dire les choses. Si aujourd'hui la France va mal, diplomatiquement, c'est-à-dire dans ses relations étrangères, d'ailleurs on le voit, hein, et même dans les relations commerciales, hein, parce que regardez, notre déficit commercial, il n'a jamais été aussi important. Je pense qu'il vient aussi du secret de cette famille, et que les États étrangers sont au courant de ce secret. Trump est au courant, le dossier FBI est sorti, il sait ce qui se passe, et donc Trump tient Macron par les boules, si je puis dire. Les Algériens savent ce qu'il en est de ce secret, et ils tiennent Macron. Et donc Macron se tait là avec l'Algérie, malgré toutes les crises diplomatiques qu'ils peuvent créer. À aucun moment, Emmanuel Macron n'a rapatrié l'ambassadeur de France en Algérie. Pourquoi? Pourquoi ne dit-il rien? Pourquoi se cache-t-il? Ce n'est pas juste l'arrogance de Macron qui fait que les États étrangers nous détestent. C'est parce qu'ils ont le secret. Et un, ils ne trouvent pas normal. Et deuxio, voyez bien, comment la France est brocardée parmi tous les pays étrangers. Pourquoi est-ce que le déficit commercial, on n'a jamais eu 200, 300 milliards d'euros de déficit commercial dans toute l'histoire de France? Jamais. Depuis Macron, on a des déficits commerciaux. Pourquoi? Voilà, réfléchissez. C'est parce que les grands pays étrangers sont au courant et qu'ils ne veulent pas, au mieux, ils ne veulent pas travailler avec nous, au pire, ils nous ont mis au banc de la société des pays. Merci à vous d'avoir été si nombreux à m'écouter. Plus de 16 000 personnes sur l'ensemble des réseaux, c'est énorme. Passez une excellente journée. Sachez que nous allons continuer à parler de cette affaire. Nous sommes les seuls ici parmi les transgressifs à parler de cette affaire, et on continuera, parce que je sais que ce n'est pas une affaire comme ça de petite coucherie. Ça va beaucoup plus loin. C'est une affaire d'État. Et cette affaire d'État, on la sortira, on la fera sortir. Et peut-être que cette affaire d'État fera tomber justement ceux qui nous dirigent. Passez une excellente journée. Allez, salut, ciao. Vous aimez nos émissions? Oui. Vous aimez Vous aimez nos émissions? Vous aimez nos émissions? Vous aimez nos émissions?